Alors, il y a toute une série d'éléments que l'on peut relever, hein, à propos de la perception de la densité. Il y a probablement des différences culturelles, hein, ça, faut pas le nier. Moi, j'ai été professeur invité à Shanghai. Je commence par une anecdote. C'était juste avant le Covid, en 2019. Et j'ai présenté à des étudiants en master qui venaient d'Asie du Sud-Est, de Chine. Et il y en avait quelques-uns même qui venaient d'Europe dans une université réputée chinoise à Shanghai, des travaux qu'on a menés sur les modes de vie urbains. Et à la fin de ma présentation, il y a une jeune femme originaire de Hong Kong qui dit, je n'ai pas compris pourquoi les gens que vous décrivez apprécient les maisons individuelles. Et je ne comprends pas. Moi, c'est pas du tout mon idéal de vie urbain. Moi, c'est le grand appartement au sommet d'une tour avec une vue sur la mer, etc. Et c'est engagé toute une discussion sur, voilà, sur ces modèles urbains, sur ces systèmes de valeurs, sur qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et ça nous renvoie quand même, voilà, à l'idée que, oui, il y a des, il y a des modèles urbains qui sont associés peut-être à des systèmes de valeurs et qui sont un petit peu différents. Alors, si on reprend peut-être de façon un peu plus systématique ces questions, moi, je pense qu'on peut, si on prend une approche théorique de type un peu pragmatique, au sens du courant de recherche pragmatique en France. Je pense à des gens comme Boltanski et Thévenot. Voilà, il y a toute une série de chercheurs, hein, qui se sont inscrits dans ce courant. On peut identifier trois grands univers, hein, je pense, qui sont importants par rapport à l'expérience de l'habitat. D'abord, c'est celui dont on parle le plus souvent, c'est le rapport fonctionnel à l'espace. Alors ça, on parlait tout à l'heure de la ville du quart d'heure, je pense qu'on est là-dedans, c'est-à-dire si j'habite à tel endroit, voilà, qu'est-ce que j'ai à proximité de mon logement qui est accessible en termes de services et d'équipements, alors ça, commercial, culturel, de loisirs, voilà, et à quel prix, évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme système de transport, comment est l'accessibilité, etc., etc. Donc ça, c'est le rapport fonctionnel qu'on a à l'espace dans nos modes de vie. Mais il y a deux autres rapports qui sont tout aussi importants et qu'on a tendance peut-être à pas suffisamment considérer et qui, moi, me paraissent particulièrement importants si on prend au sérieux justement ces dimensions un peu culturelles. Il y a la dimension sociale du rapport à l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers dans lesquels on se sent bien, où on a envie de parler à ses voisins, il y a un tissu de relations sociales, il y a un tissu associatif, il y a peut-être des terrasses de café dans lesquelles on aime, ou des lieux dans lesquels on aime s'arrêter. Mais ça va plus loin que simplement le fait qu'ils existent. C'est que non seulement ils existent, mais on s'y sent bien. Hein. Ça, on s'y sent bien socialement, c'est-à-dire ça permet la rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi, qui me semble, c'est une dimension. Alors, ça renvoie plus à des questions de sociologie, aux sociabilités, à comment finalement se fait le lien social dans les quartiers. Mais moi, ça me paraît être un point essentiel. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Puis la troisième dimension, c'est le troisième, voilà, composante ou rapport qu'on peut avoir à son quartier, c'est un rapport sensible. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on trouve belles, il y a des choses qu'on trouve moches, il y a des choses qui nous font envie, il y a des... Voilà, je sais pas, comme enseignant dans une école d'architecture, je suis toujours fasciné par... voilà, en architecture, on a une culture du béton. Moi, je vois en première année, quand les étudiants arrivent, ils sont pas socialisés au béton, mais après une année, ils sont socialisés au béton armé. Et puis, il nous parle du brutalisme comme courant d'architecture avec des étoiles dans les yeux, etc. Et donc, voilà, ce qui nous attire, ce qui nous répulse, ce qui est considéré comme beau, ce qui est considéré comme laid, voilà, c'est des choses qui sont qui renvoient à des cultures, voire des catégories sociales.
Et donc, voilà. Donc, il y a ces trois dimensions, fonctionnelle, sociale et sensible, qui sont très importantes. Du coup, je me permets de répondre à la question à partir de là. Alors, si on essaye de lire qu'est-ce que ça amène la densité par rapport à chacune de ces trois dimensions, ben, la densité, si elle est bien faite, elle permet d'amener des fonctions dans la proximité. Et donc, elle permet de déployer un mode de vie, d'avoir un grand choix d'activités possibles dans la proximité, d'avoir une bonne accessibilité à la ville, etc. Parce que on arrive à rentabiliser un certain nombre d'équipements et de services du simple fait qu'il y a beaucoup de monde. Mais la densité, d'un point de vue social, elle vous permet aussi d'avoir un potentiel de rencontre d'autrui beaucoup plus fort. Euh, si cette dimension sociale est, de votre quartier est, comment dire, est positive, ben, la ville, ça peut aussi entraîner la solitude. Mais il y a aussi des quartiers où il y a une vie de quartier, voilà, où les gens se parlent, où il y a des lieux de rencontre, où il y a un vrai lien social, il y a des associations, il y a des fêtes, etc. Et donc, la densité, elle permet ça aussi. J'entends, si vous êtes dans un quartier de villa isolé où chacun est sur un terrain de 2 000 mètres carrés, ça va être difficile pour cette vie de quartier, sinon impossible. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est important. C'est la rencontre est facilitée. Et puis, le troisième élément sur le rapport sensible. Alors, bah, évidemment, là, la densité, elle vous donne des ambiances très urbaines, elle vous donne des ambiances assez minérales. Il y en a qui sont très valorisées. Si je pense au Paris haussmannien, la ville du 19e siècle, c'est quelque chose. Voilà, c'est une densité qui est bien vécue, qu'on trouve belle. Puis il y en a qu'on trouve laide et qui sont. Et donc là, ça va un petit peu dépendre un peu du modèle, de ce qu'on a un petit peu de ce qu'on apprécie. Mais donc, voilà ce que la densité peut apporter. Alors, sur la dernière dimension, bah, c'est une dimension qui est peut-être plus personnelle. Moi, on le voit aussi beaucoup en Europe dans nos enquêtes sur sur la mobilité résidentielle et sur les modes de vie. En fait, la maison individuelle, elle est valorisée. Mais elle est valorisée souvent pas tellement pour elle-même, mais pour ce qu'elle représente. Puis c'est là où ça devient intéressant. Parce que souvent, alors, c'est pas seulement la même maison individuelle, c'est le fait de devenir propriétaire. Et puis, donc, il y a l'idée d'un projet familial, d'un projet de couple ou d'un projet de vie. La preuve que ma relation de couple est solide, c'est qu'on achète une maison ensemble, puis on va aller y vivre, et puis on se projette dans l'avenir avec des enfants qui vont y grandir. En fait, c'est tout ça, beaucoup plus que l'objet qui est en jeu. Et ça, c'est probablement transférable dans un immeuble, mais c'est un imaginaire. Et donc, il y a toute cette question de l'imaginaire qui est finalement enchâssée dans cette perception de la densité.